Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 6 mars 2021. Ce matin, nous allons parler donc de voyages puisque les voyages ont repris. Donc nous aurons parmi nous des représentants d'une agence de voyage. Nous parlerons des destinations qui sont offertes en ce moment. Bientôt Ramadan, donc ce sera environ dans 1 mois et demi, 2 mois. Et nous allons répondre à une question qui revient très souvent. Il s'agit donc du diabète et le Ramadan. Donc comment doivent se comporter les diabétiques en ce mois-ci. Cette fois-ci, Bassilias nous rejoindra cette matinée. Il nous parlera cette fois-ci de taxidermie. Il nous emmènera du côté du parc de Durdura, là où justement il y a un laboratoire de taxidermie au niveau du musée central de Durdura. Nous terminerons l'émission en compagnie de Meissa Belaroussi. Cette fois-ci, Meissa marquera une journée. Donc c'est une journée qui est célébrée un peu partout dans le monde. Il s'agit donc de la télévision et de la journée donc internationale de la télévision et de la radio pour les enfants. Et justement, Meissa va s'intéresser aux bienfaits de la télévision, des dessins animés, donc dans l'apprentissage des enfants. Vous remarquerez ce matin que Samira Hadjamar ne sera pas parmi nous. Et bien Samira Hadjamar, vous le savez, chaque semaine, elle a un coup de cœur. Cette fois-ci, elle a un autre coup de cœur dans le sud de l'Algérie, à Tamarasset. Et justement, elle s'y était rendue. On l'aura parmi nous la semaine prochaine pour revenir donc sur Tamarasset, sur cette ville. Alors, on rappelle justement que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Et voilà donc pour le menu de ce matin. Mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Mina. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Depuis hier? Ça va. Tu vois que moi je vais très bien depuis hier. Oui, c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne chose. Mais je t'avais dit que hier tu avais fait ma journée. Je vais encore la faire aujourd'hui, Nour. Je vous ai préparé une phrase. Rien que pour moi? Nour el-Houda. Rien que pour moi? C'est vrai. Manel, tu sers s'il te plaît, Manel. Nour el-Houda. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Ça y est. Ça y est, j'ai fait le mois, l'année. Franchement, elle a fait la journée, elle a fait le mois, elle a fait l'année, elle a fait les 10 prochaines années. Saïd Bouhadjoub, notre réalisateur, je suis vraiment désolée pour toi. Ce matin, il a quand même fait un beau geste, mais il est vraiment pas à la hauteur. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, mais non. Non, franchement, Mina, tu m'impressionnes. Je sais. Franchement, là, je suis impressionnée. Là, je devrais aller en bord de mer, je devrais vraiment... Non, mais il faut enregistrer la phrase, en fait. Comme ça, quand t'es pas Elle est bien, déjà enregistrée, déjà. Ça y est. Ah, ça y est. Elle résonne, je te dis Elle pas, va dans ma tête. Elle résonnera pendant un bon bout de temps, maintenant. Je sais pas trop si c'est bien, Et ça. si. Ben si. Si c'est justement pour se rappeler à chaque fois des bonnes choses et faire de sa journée une journée plutôt ensoleillée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci beaucoup, Mina, franchement. Alors là, ma journée commence, mais... non, mais on a top, fait la journée, l'année... Les 10 prochaines années, je t'avais dit. Ah, carrément. Pour les 10 prochaines bah, années. Super. Mais cela dit, tu peux toujours rappeler, hein, c'est toujours bon de le rappeler. Ok, hein. ça sera le vendredi prochain, je vais encore préparer... Voilà, vendredi, samedi. Je vais voir les Fables de La Fontaine, je vais encore essayer de trouver quelque chose. En tout cas, tu en trouveras, hein, ça c'est... J'en trouverai, oui. Voilà, mais sinon, Mina, il faut dire que cette fois-ci, le soleil se fait plutôt timide hein, sur la capitale. Hein. Oui. On a annoncé de la pluie à partir d'hier. On a eu quelques gouttes, hein, pas grand-chose. Il y a eu ce matin quelques gouttes. En tout cas, moi, j'ai été accompagnée ce matin avec quelques gouttes. Ça va continuer encore aujourd'hui. De toute façon, on en avait besoin. On en avait besoin. On en avait besoin. Oui. Surtout que c'est une bonne période finalement oui, pour les c'est une bonne particulièrement période, pour les agriculteurs voilà. aussi. Oui, tout à fait. Tu nous donnes un peu plus de détails? Oui, tu veux bien? Je ne fais pas de la rétention d'informations. Non, je suis généreuse. Elle est très généreuse. Je suis très généreuse. Allez, un peu plus de détails. Merci beaucoup. Bonjour à tous et excellent réveil en ce début de matinée. Brume et nuages bas comme d'habitude sur l'ensemble des régions côtières. Et puis le ciel restera toujours nuageux à l'ouest, au centre et à l'est du pays avec quelques pluies en journée, des pluies un peu plus marquées vers l'intérieur centre. Sur les régions sahariennes, on notera des passages nuageux. Sur le nord, Sahara ainsi que sur la Saoura avec quelques pluies à partir de l'après-midi. Sur la Saoura, un ciel voilé avec quelques orages isolés vers l'extrême sud et vers le Tassili.
Un ciel dégagé sur le reste des régions sahariennes. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 20 degrés à Alger, Tizi Ouzou, on notera 22 degrés du côté d'Oran, 14 degrés à Al-Biyad, 13 à Batna, 22 degrés à Hassim Saoud, 24 à Gardaya, 20 à Béchar, 30 à Adrar et Salah, et enfin 36 degrés, ça sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer plutôt agitée sur le centre et l'ouest, peu agitée vers la partie est avec des vents entre 40 et 50 km/h à l'ouest et au centre, et entre 20 et 30 km/h vers la partie est. Place tout de suite au continent européen pour aujourd'hui, un ciel dégagé à Paris, Lisbonne, nuageux à Madrid, carrément couvert à Rome avec quelques pluies en journée, des pluies également à Istanbul, des nuages à Moscou et Kiev. Côté Mercure, on notera 7 degrés à Berlin, 4 à Vienne, 9 à Paris, 7 à Londres, 17 à Rome, 13 à Istanbul, 2 degrés à Kiev et enfin moins 4 degrés à Moscou. Encore une fois, excellente matinée et à très bientôt. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Et voilà, donc on sera bien gâté par la pluie cette fois-ci. Oui, j'espère. On espère. On espère. Voilà. Merci beaucoup, Mina. Merci. Alors, je te laisse consulter tout au long de la semaine les fables de La Fontaine. Bien sûr. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux replonger dans mon enfance. Oui. Et tu vas le faire pour nous aussi, hein? Bien sûr. Voilà. Oui. Ben, merci Citation. beaucoup. Ok. Merci beaucoup, Mina. Mina, on te retrouvera tout à l'heure après le journal télévisé du midi, celui de 19h aussi. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup, Mina. On te souhaite une très agréable journée. Également. Une très belle semaine à toi en compagnie des Fables de La Fontaine. Merci. Merci. Et on continue l'émission. Ce sera pause musicale. Alors, en compagnie d'un groupe de jeunes. Donc, c'est un groupe de jeunes qui apprend à chanter, à jouer, qui évolue un petit peu dans la maison de la culture Atman Bali au niveau de Tamarasset. Et là, ils nous interprètent justement une très belle chanson, Bladi Zina, et on se retrouve juste après. هساروا في ميدي ونساروا في ناية ما جالت بين جبال وردة فتاحة تمتى زود الزين جودة وأصالة يا متروين جرنا جنت انت سكالين برهنست الزغمانين مرهرين أرغمانين سرك الخال ويهكا زراي الدور عن الدنيا بس تفهمي منت بس كل نتيجة الهمة تصندس فيه الجنة جدي يا بلادي ربي على قدراك ما بالجبل تنادي صحراء بلاد النخيل مطافس فسانة يلا ميتلام تنري موهبتنا وانتيسس هولام جنات تسكالين ترهنت الزغمانين جنات تسكالين درهنت الزغمانين لدي انا نبغيك انت بقلبي احواك ساكن في بالي ديما ديما اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة ان شاء الله ربي حفظك لينا نكنك وتننا ديس نزانا من الطاف سفوسيا نمدا اتجانت ديننا انت دغن وانا الطاف العاد نكسوطا سينجا جانا تكلنا ناقص تسنولا تسيلي لنا نتكل سافلا سنار دفي وتدي ومستل منك تسري وما كان اللي وصار الهان مغارن دليا اظن جنت ورا سلمتات هاتي سلات تسيلي ونافتات ميدان الدونات بلاد الخير وردة في الصحراء بلادنا نحبوها وحنا نردوها تاريخ جدود عمره ما يموت بلاد بن مهيدي والشي
شي خمود من الطاف سفوسيا تكني ما يولاغن أكلنا أكلنا وين جنت انتاي تيزارن هاتي فينا غدرارا أفول صراطنت لعنيني وتيانا صوار ومسند سنة دفة وخديوة مستن منك تسريوة ما كان اللي وصارا هاني مغارا تلياطا. Et voilà, de retour sur le plateau, on disait ce matin, donc les voyages, le tourisme local a repris et nous avons parmi nous des représentants justement du secteur du tourisme, du secteur des voyages. Et parmi nous ce matin, donc Yassine Tazrout, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Alors vous êtes responsable de la communication au niveau de l'Association nationale des agences de voyage. Oui. Parmi nous également, Riyad Walid, vous êtes gérant d'une agence de voyage. Bonjour madame, exactement. Alors, tout d'abord, donc l'Association nationale des agences de voyage en quelques mots. Très bien. D'abord, merci pour l'invitation. On est heureux de se retrouver ici. L'Association nationale des agents de voyage, donc c'est l'ANAV. C'est une association qui a été créée dans le conscient des étudiants de l'École nationale supérieure de tourisme, donc l'ENST. Donc, ça a commencé tôt hein, quand même au niveau des étudiants. L'idée, elle a germé un petit peu. Maintenant, avec la situation un petit peu délicate des agences de voyage, donc on s'est retrouvés et on s'est concerté. On a décidé de créer cette association. Donc le but, il est très simple. Cette association, comme elle a un but un peu scientifique aussi, donc on a essayé de se retrouver, de se rassembler pour plusieurs raisons. La première et la plus importante, c'est ouvrir des destinations en Algérie parce qu'on avait un petit peu marre de se retrouver toujours sur Tarit ou sur Timimoun, etc., qui sont des destinations... les destinations phares, les plus connues. Et puis saturées aussi. Oui. Donc il y a beaucoup de problèmes pour l'organisation des voyages sur ces destinations-là. Donc on a essayé de se concerter, trouver de nouvelles destinations, essayer de les promouvoir. On a voulu aussi faire connaître le pays. L'Algérie, ce n'est pas juste une destination, c'est plusieurs destinations, souvent méconnues. On a essayé aussi de trouver des destinations qui sont faciles d'accès et de proposer ça aux Algériens et aux touristes nationaux. Voilà. Alors, Riyad Walid, donc vous êtes déjà membre adhérent au niveau de l'association. Oui. Donc j'imagine que vous adhérez aussi aux objectifs de cette association en offrant ou en proposant de nouvelles destinations, n'est-ce pas? Exactement. C'est ce qu'on a fait récemment. On a collaboré et contribué à un produit touristique. Donc on a choisi, on a commencé par la ville de Djilfa. Donc des stations qui a été vraiment, on était vraiment surpris de découvrir la ville de Djilfa, tout qu'est-ce qu'elle apporte comme potentiel sur le plan naturel, historique, archéologique aussi, oui. Exactement, et aussi gastronomique. Donc on était surpris et beaucoup plus par l'accueil chaleureux des locaux. Franchement, on était vraiment surpris. Et, ils sont très connus de toute façon les régions plutôt les gens des régions des hauts plateaux du sud par leur hospitalité. Exactement. Et je voulais aussi préciser que sur l'aspect naturel, on a pu découvrir des endroits qui étaient vraiment magnifiques. Je peux citer par exemple, on a visité le Rocher de Sel, on a visité, oui. Voilà, on a visité aussi pas mal de, il y a aussi le Zekka, il y a aussi c'est des dunes de sable, c'est magnifique. Exactement, Zafran. Et je précise que environ de 300 km d'Alger, on peut faire un safari. Tout simplement, juste en prenant juste un petit week-end à 300 km d'Alger. Je trouve que franchement c'est magnifique. Au lieu d'aller à l'extrême sud, par exemple à Béchar ou à Timimoun. Donc voilà, franchement c'est une destination qu'on essaye de promouvoir et d'offrir ce produit qui est un produit vraiment de qualité sans, on va dire, il faut aussi baser ça aussi sur le prix de la destination, sans négliger aussi, comme je viens de dire, la qualité du produit. Voilà. Alors il faut dire qu'à 300 km d'Alger, comme vous venez si bien de le citer, c'est un dépaysement total, il faut le dire. Le paysage est complètement différent, mais complètement différent du nord finalement. Exactement. N'est-ce pas? Oui, exactement. Complètement. Effectivement.
Voilà. Alors là, Yacine, vous avez évoqué un petit peu, parmi les objectifs un petit peu de votre association, c'est d'essayer d'introduire de nouvelles destinations. Donc, hors les destinations les plus connues, telles que Béchar, Adrar, Tamarasset, Janat aussi, donc qui sont les plus connues. Donc, votre objectif, c'est de faire découvrir d'autres destinations. Alors, quelle est un petit peu votre stratégie que vous comptez mettre en place pour convaincre finalement de ces nouvelles destinations? Alors, qui restent quand même méconnues. Hein. Oui, oui, bien sûr. Alors le travail, il est énorme, le chantier est énorme parce que c'est déjà un souci de mentalité. Il est difficile de convaincre déjà les acteurs sur place, donc les responsables qui sont sur place, les hôtels, etc., de croire en cette possibilité de lancer des destinations. C'est aussi difficile de convaincre le touriste algérien parce que généralement, il y a un phénomène de masse. Donc l'Algérien préfère, il va dire ah oui mais je connais quelqu'un qui est parti dans cet endroit, je préfère ceci, je préfère cela. Ça va de bouche à oreille. Exactement, et ça c'est pas facile de changer ça. C'est aussi une difficulté par rapport aux agences de voyage parce qu'il faut croire à ce projet. C'est une chose de l'imaginer, mais ça en est une autre de l'appliquer sur le terrain. Donc il y a plusieurs, on va dire plusieurs terrains où il faut travailler. Donc c'est un chantier énorme. Bon, par exemple pour les touristes algériens, pour le consommateur algérien, comment faire pour qu'il puisse croire en cette destination? C'est très simple. Maintenant, c'est encore plus facile, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, etc. Donc, on s'est même mis sur les influenceurs, ce genre d'outils ou d'astuces. On espère avoir un retour aussi. Pour les locaux, on a aussi des agences de voyage qui sont adhérentes dans notre association. Donc ça nous permet d'avoir en fait une porte déjà ouverte. Le local qui est agence de voyage a déjà les clés. Donc il suffit juste de travailler avec lui. Et pour les agences de voyage, et c'est vraiment là le grand chantier, c'est de convaincre toutes ces agences de se lancer dans ce produit. Et je ne vous cache pas, en fait, nous, notre vision des choses, c'est même pas avoir, par exemple, un retour financier, c'est même pas ça, c'est vraiment lancer la destination parce qu'on a une vision, elle n'est pas sur une année, elle est sur 10 ans. Sur long terme. Voilà, on travaille sur long terme. Dans 10 ans, on aura par exemple 5 ou 6 destinations qui seront lancées grâce à cette association, grâce à ces agences, et ça permettra aussi d'inculquer cette nouvelle culture d'accepter que l'Algérie, c'est plusieurs wilayas, plusieurs régions. Plusieurs régions, et un dépaysement total d'une région à une autre. Ah oui, oui, carrément. Vous descendez à 300 km, vous êtes dans un autre pays, et ce n'est même pas une nouvelle région, c'est un autre pays. Sur 500 km, 600 km, c'est autre chose, c'est un autre monde. De toute façon, on l'a toujours dit, l'Algérie est un continent, n'est pas un simple pays. Absolument. Voilà. C'est justement, c'est ouvert. Voilà. Et justement, Riyad Walid a bien joué le jeu en faveur de l'association en partant justement vers cette destination, vers ce produit Djilfa, auquel justement Rafik Hamadesh, notre collègue, s'y est intéressé. Il a fait donc un reportage sur la nouvelle destination donc de l'association nationale des agences de voyage au niveau de Djilfa. Je vous laisse découvrir ce reportage et on se retrouve juste après. Des sites archéologiques avec des gravures rupestres, des rochers de sel de la taille d'une montagne et des dunes de sable semblables à celles de Territ. Difficile de croire que nous sommes à Djilfa, et pourtant, nous le sommes. Tout a commencé lorsque ces 23 agents de voyage, issus de l'École supérieure nationale du tourisme, ont décidé de créer leur association qui aura comme objectif découvrir de nouvelles destinations à travers le pays. Se regroupant, on a eu l'idée tout simplement, on s'est dit, comme on est tous issus de la même formation, probablement et sûrement on a la même vision des choses aussi. Donc on s'est concerté entre nous et on a pensé pourquoi ne pas lancer, puisque c'est le moment, pourquoi ne pas lancer des destinations oubliées, des destinations qui ne sont pas encore connues, des destinations qui ne sont pas encore saturées. De nouvelles destinations que l'Association nationale des agents de voyage compte proposer à des prix accessibles. Une agence de voyage toute seule ne peut pas maîtriser, n'a pas le pouvoir de négociation sur tous ces éléments. Par contre, en étant une association et en étant un groupement d'agences de voyage, ça nous permet de réduire les coûts parce qu'on a une force de négociation plus importante. Donc parmi les buts aussi, c'est d'avoir cette force de négociation, arriver sur une destination, discuter avec les acteurs locaux, que ce soit hôtel ou autre chose, ou transporteurs, et avoir les meilleurs prix possibles. Et pour une première prospection,
Les 23 agents de voyage ont visité quelques sites de la wilaya d'El Djelfa, à l'image du musée de la ville, du rocher de sel près de Ain Mabed et Zafran, où ils ont expérimenté un circuit en 4x4, avant de découvrir les gravures rupestres d'âge néolithique de Zakar et de Ain Naga. J'étais loin d'imaginer que le Djelfa avait autant d'atouts touristiques. Très riche en atouts d'ailleurs. Alors on a le côté thermal, le côté naturel, le côté culturel, les dunes, forêts, les sorties en 4x4, le dîner, soirée musicale de la région. C'était une découverte magnifique qu'on aimerait d'ailleurs partager avec tout le monde. الزملاء اللي جاوا عندنا كانوا طري ساتيسفي وشافوا ومازال كاين دوطر سيت اللي ما شافوهمش. الوقت كان عندنا قصير بزاف. كاين كوم سن الباو تقرسام بور لي روندوني اي لي بيفواك. كاين عندنا عامره وعموره فيهم شلالات فيهم مناظر خياليه. عندنا مسعد بور لي تراديسيون ولا في سوسيال تاع جلفه. Pour les passionnés du tourisme, Djelfa a tous les atouts pour réussir son challenge et devenir une destination qui se vend bien. Il y a les richesses naturelles, il y a les richesses historiques également, donc il y a différents petits xours, il y a les gravures rupestres, c'est l'une des mines d'or par rapport donc, aux visites que les touristes peuvent faire ici dans la région. Il y a énormément de sites rupestres, donc du néolithique, entre autres, donc les deux principaux sites c'est Zakar et Ain Naga là où nous sommes aujourd'hui. Donc vraiment il y a vraiment de quoi faire. Après cette découverte, le groupe de l'Association nationale des agents de voyage devra poursuivre son travail de prospection à travers le pays afin de découvrir et inscrire de nouvelles destinations dans le programme du tourisme local, voire même international. Et les images ont témoigné quand même convenablement sur ce dépaysement total que nous pouvons avoir juste à 300 km d'Alger. Alors Riyad Walid, justement, nous étions en train de parler pendant que le reportage passait de très très belles images, des endroits complètement féeriques, complètement paradisiaques. Exactement. Que vous avez visités. Donc là, je vous disais justement, il y avait un petit peu de monde. Je pensais que c'était un voyage organisé, mais non, vous êtes parti en repérage finalement. Exactement, donc on est parti... Nous, autant que membres d'associations, donc des agences de voyage qui sont adhérées donc à l'association, donc on appelle ça un Indic Tour. Donc on est parti pour repérage, pour connaître, on va dire, le produit qu'on va vendre aux clients. Et du coup, on a découvert la région et on était vraiment surpris de ce qu'on a pu voir sur place. Et voilà, donc je pense que Djelfa c'est une destination vraiment touristique par excellence, que je conseille vraiment fortement. Voilà. Et à votre retour sur Alger, vous vous sentiez comment ? C'est une mise à jour carrément. J'aime bien la mise à jour. Ah oui, c'est une mise à jour totale, tout simplement parce que en fait sur un état d'esprit on retourne vraiment très très indiscret. On arrive à se relaxer, à se détendre. Voilà, on casse un peu du quotidien, le stress de tous les jours. Voilà, donc c'est une destination vraiment excellente pour les gens aussi qui cherchent un peu on va dire la tranquillité d'esprit, de s'évader un peu, voilà. Mais sinon, aussi, Yacine, il faut dire qu'il y a autre chose qui est très importante finalement dans tout ce qui est, j'ai envie de dire, tout ce qui est paysage féerique, paysage paradisiaque. Il y a autre chose qui va avec justement, c'est l'art culinaire. Ah oui, oui. D'ailleurs, on est tous un peu drogués côté culinaire dans l'association. Qui est aussi complètement différent de ce qu'on voit comme plat sur Alger. Hein. Donc là aussi, c'est une autre culture. Bien sûr. Par exemple, en essayant de faire un circuit, parce qu'on essaye de lancer la destination, dans le circuit, on a essayé d'intégrer plusieurs plats pour permettre aux gens de découvrir tout ce qui est culinaire, gastronomique de la région. Par exemple, vous avez le fils, vous avez le ben, vous avez aussi le rob qui est extrait de la date aussi. C'est un peu on va dire, la confiture de date tout à fait naturelle. Absolument. Sans sucre ajouté, sans rien du tout. Qui est succulente, absolument. C'est considéré comme un complément alimentaire d'ailleurs, particulièrement pour les gens qui ont des problèmes d'anémie. D'ailleurs, quand vous le prenez avec leur fils et tout ce qui va avec, c'est-à-dire vous avez le beurre, le ben, etc., vous êtes vous avez un repas complet. Requinqué pour la journée, absolument. C'est un repas, c'est 24 heures, vous le tenez, il n'y a pas de souci. Et puis c'est très intéressant
pour les gens qui partent justement en safari dans ce sens. Ça leur permet finalement de tenir bon tout au long de la journée. En attendant le prochain repas. C'est ça. Donc vous avez le plaisir et l'utile aussi. Donc c'est super bon et en même temps ça fait découvrir tout ce qui est culinaire de la région. On essaiera aussi de faire ça sur d'autres destinations parce que c'est prévu et ça fait partie aussi du programme. Que ce soit pour les agences ou pour oublier aussi le côté un peu coutume de la région, de la musique Neili. J'allais vous poser la question justement. Voilà. J'allais justement vous poser la question. Voilà. Parce que un dîner mchoui avec une animation typique de la région qui est la musique Neili, ce qu'on appelle le qaida et tout chez eux. La musique Neili, la danse aussi, la danse folklorique, qui est complètement exactement. Et le soir, bien sûr, le mchoui, ça fait partie des traditions de la région. Voilà, c'est le mouton. Alors c'est vrai que le mchoui, ça fait partie un petit peu du décor de tous les hauts plateaux, on va dire. Là, on a de très belles images qui sont en train de défiler. Voilà, donc vous pourriez peut-être commenter. Là, c'était sur Zafran et ça, c'est le rocher de sel. Ça, c'était le. Vous êtes régalé, Yassine. Oui, absolument. Ça, c'était la fête, donc c'était la khayma aussi. Donc, bien sûr, traditionnel, thé, gâteau et chant. Là, c'était Zikar. Toujours sur les dunes avec un guide, bien sûr. On avait 2 guides et ça nous permettait de connaître la région, en fait. Alors, la région de Djelfa, je l'ai visitée en 2009, donc vous voyez que ça remonte quand même à quelques années de cela. Alors, vous avez évoqué Zikar, donc ces Zikar, là, on trouve un petit peu j'ai envie de dire, l'histoire de la Terre qui défile dans le même endroit, donc des empreintes de pas de dinosaures, des grottes préhistoriques et aussi une cité berbère très ancienne. L'histoire des eaux, l'eau quand elle tombait, la pluie, tout ça. Donc c'était à Zikar. Il y a le relationnel aussi, vous avez une gravure qui est le couple timide, donc c'est 2 personnes qui sont assises, etc. C'est magnifique comme histoire. Le couple timide, c'était là où je pense que l'homme devait partir à la chasse ou en guerre, ou quelque chose comme ça. On suppose. Voilà, ce sont les archéologues finalement qui essaient de décrypter les messages. C'est vraiment un musée à ciel ouvert. Donc finalement, dans une seule localité de la région, on peut faire finalement tout un safari. C'est exactement ça, en fait. C'est une découverte. On s'est retrouvé en fait à voir Territ, à voir Tamanrasset, mais dans une seule région et c'est 40 km² de superficie. C'est absolument magnifique. Ça, vraiment, c'est un dépaysement total. D'ailleurs, on n'a pas arrêté de découvrir les choses. C'est chaque heure, on avait quelque chose à voir, à découvrir et c'était magnifique. Il reste, j'imagine, beaucoup d'autres choses à découvrir dans la même wilaya. Oui, parce qu'on ne peut pas finalement faire côté thermal aussi. Les côtés thermal, ils ont un très bon hammam là-bas, côté thermal. Donc c'est un point aussi qu'on doit souligner. Il y a aussi, ce qui m'a vraiment surpris aussi, c'est l'aspect de très proche, on va dire, de la capitale, qu'on peut faire un safari. Ça, c'est vraiment à 300 km. À 300 km. 300 km, ça fait quoi, 2 heures de route? On va dire 3 heures de route, un peu plus, 3 heures de route. 3 heures de route. Pour un safari, vraiment, c'est intéressant. Voilà. Et on voit que dans votre discours, déjà, vous êtes très convaincu de cette localité que vous ne connaissiez pas peut-être auparavant? Un petit peu. Un petit peu. Donc, pas suffisamment. Pas suffisamment. Voilà. Donc, finalement, vous allez à l'aventure de vendre ce produit. Donc, vous êtes vous-même convaincu. Alors, j'imagine, pour convaincre les autres, ça va être très facile pour vous. Exactement. Après notre petite escapade sur place, je pense que le produit final est là et on peut facilement le commercialiser sans problème. Voilà. Très bien. Mais sinon, là, vous allez un petit peu partir à l'aventure, finalement, proposer de nouveaux produits comme ça aux clients qui sont habitués à des destinations bien particulières. Et puis, ce sont des destinations aussi féeriques. Il faut dire que Janet aussi, mine de rien, c'est aussi une destination magnifique. Donc, finalement, vous allez un petit peu à l'aventure. Oui, c'est le but aussi de l'association, de prendre un peu de... C'est aussi le but de l'association, un peu de prendre un peu des challenges, des challenges. Donc on a essayé d'aller vers une nouvelle destination et voilà, le résultat est là.
Et puis je rajouterais juste un dernier mot, je dirais que en fait ça fait partie de l'esprit de l'association, relever des challenges. D'ailleurs le choix de la destination, on sait qu'il est difficile, qu'il est compliqué, mais c'est une vision des choses aussi. On se dit que faire le facile et s'habituer à faire des choses qui se sont faites déjà ne fait pas partie de notre philosophie. Donc on essaiera de faire de notre mieux et puis Inch'Allah tout va bien aller. Mais sinon, il faut dire aussi que vous êtes des étudiants, en fait, ex-étudiants, j'ai envie de dire. Je veux dire que vous êtes bien armés en termes d'outils, de promotion touristique pour faire tout cela. Donc, il suffit juste de mettre en œuvre ce que vous avez appris comme outil pour faire la promotion. Il y a une base pédagogique qui a été acquise pour toutes les agences, donc tous les adhérents. Après, bien sûr, il y a l'expérience. Il ne faut pas oublier que maintenant, on est dans les cinquantaines d'agences. Et si on rassemble toutes ces années d'expérience, je ne sais pas, ça ferait peut-être 300 ans d'expérience. Parce qu'il y a des agences qui ont 20 ans d'expérience, 15 ans, etc. Donc, on essaye de rentabiliser toute cette expérience et de l'exploiter pour faire des choses bien, que ce soit pour le pays ou pour la destination. Certainement. Certainement. Ben, merci beaucoup pour ce beau voyage que vous nous avez proposé ce matin. Prochaine destination? Vous êtes déjà invité pour la prochaine destination. Vous pensez que j'allais vous dire non? Vous pensez que j'allais refuser? Certainement pas. Donc, Inch'Allah, on essaiera de lancer une destination balnéaire. Donc, pour le moment, on est en train d'étudier la possibilité de le faire et d'essayer aussi de trouver des gens qui seront intéressés pour sponsoriser et aider pour créer cette destination. Inch'Allah, on vous souhaite toute la réussite et très très belle continuation dans tout ce que vous faites. Et on espère vous avoir aussi sur le plateau pour nous parler de votre prochain produit que vous allez lancer, Inch'Allah. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci beaucoup pour ce beau voyage que vous nous avez offert aussi ce matin. Donc je rappelle, Yassine Tazrout, vous êtes le responsable de la communication de l'Association nationale des agences de voyage et Riyad Walid, vous êtes gérant d'une agence de voyage. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Et les voyages et les destinations prisées font aussi le bonheur des amateurs de photographie ou des chasseurs d'images, comme on aime aussi les appeler. Et justement, dans ce sens, Farhat Mouzaoui, notre collègue, a rencontré un passionné de photographie. Il s'agit de Abdelrahman Annan, à qui il a adressé ce portrait que je vous propose de voir. Et on se retrouve juste après. Ce jeune photographe, réalisateur plutôt timide, est un grand passionné de la photographie de petites séquences vidéo. Actuellement, je me concentre surtout sur la photographie et la réalisation. Je réalise une vidéo à caractère touristique autour d'Exor pour faire ressortir le cachet et l'authenticité de ces lieux touristiques qui font partie intégrante de notre patrimoine et qu'on a tendance à oublier. J'appelle tous les créateurs de contenu à donner une belle image de leur pays. Tous ceux qui activent dans ce domaine doivent tout faire pour mettre en relief la beauté de l'Algérie. Le travail de l'artiste, une fois fini, c'est toute sa philosophie qu'on retrouve à travers la profondeur de l'expression des visages et des paysages. La photographie, c'est quoi? C'est d'abord un moyen d'expression utilisé par les artistes. Le peintre s'exprime à travers ses toiles, tout comme le photographe s'exprime à travers ses photos. Mon travail passe par plusieurs étapes. D'abord le repérage et la préparation d'un scénario ou d'un script, ou simplement d'un plan de travail. Ensuite, je passe à l'étape de collecte de la matière. Viendra le montage et la retouche des images. Associé à un air musical, ces montages n'ont besoin d'aucun commentaire ni explication. C'est juste l'impression de vivre réellement ces moments. Aujourd'hui,
n'importe qui peut devenir créateur de contenu. Toute personne possédant un téléphone avec des applications et des outils peut produire un contenu acceptable esthétiquement parlant. Tout le monde peut devenir photographe pour peu qu'il soit passionné par cet art. Une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Et voilà, donc de retour sur le plateau, c'était un très beau portrait que nous avons vu d'un photographe. Donc il s'agit de Abdelrahman Adnan et c'était Farhat Mouzawi, notre collègue, qui s'y était intéressé. Alors dans un mois et demi, donc ce sera le mois sacré, donc ce sera le mois de Ramadan. Alors comment se préparer pour le jeûne, particulièrement pour les personnes diabétiques? Alors pour en parler, parmi nous ce matin, Dr Hamouten Fatima, bonjour. Fatiha, pardon, bonjour. Bonjour. Marhaba. Merci de votre invitation. Alors Dr Hamouten, il n'y a pas très longtemps, on vous a reçu. On a encore parlé des diabétiques, mais cette fois-ci, c'était avec donc les diabétiques et le coronavirus. Aujourd'hui, on s'intéresse à un autre volet qui est très important. On en parle chaque année, mais c'est jamais assez, docteur, n'est-ce pas? Il faut justement parler bien avant. Bien avant. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, justement, un mois et demi. Donc, ça va être peut-être une bonne période pour que les diabétiques puissent se préparer donc, à ce mois. Absolument, absolument. En général, on demande aux diabétiques de se préparer 2 mois à 3 mois avant le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il y a une mise à jour de ces diabétiques. On doit savoir d'abord est-ce qu'ils sont bien équilibrés, parce que le médecin traitant ou le diabétologue doit les autoriser ou non à jeûner. Donc les diabétiques ne sont pas tous égaux. Donc il y a d'abord les diabétiques de type 1 qui ne vivent qu'avec l'insuline. Ils ont plusieurs injections d'insuline par jour. En général, on ne les autorise pas à jeûner. Mais parfois, ils s'entêtent et ils jeûnent. Donc le diabétologue est obligé de les accompagner. Voilà, même si on ne veut pas qu'ils jeûnent. Ensuite, il y a les diabétiques de type 2, c'est-à-dire ceux qui sont avec des comprimés ou ceux qui sont diabétiques avec des comprimés et de l'insuline. Donc, la première des choses, il faudrait savoir combien de facteurs de risque ils ont s'ils jeûnent. Donc, en général, les patients qui sont connus savent qu'ils doivent faire un bilan juste avant le ramadan, au moins 2 mois avant. Pourquoi 2 mois à 3 mois avant? Parce que pour qu'il ait le temps. Alors, s'il a un diabète qui est mal équilibré, comment doit-on juger un diabète mal équilibré? C'est d'abord des glycémies à jeun. Si elles sont trop élevées, si elles dépassent les 1,20, et des glycémies postprandiales, donc si elles dépassent les 1,40 g jusqu'à 1,80 g quand ils exagèrent dans l'alimentation, il faut avoir au moins une glycémie inférieure à 1,80 postprandial. Mais sinon, 1,40 c'est la meilleure. Et ensuite, une hémoglobine glyquée, qui est le dosage de la glycémie, la réserve. C'est quoi l'hémoglobine glyquée? On prend le globule rouge. Il a une... Vous savez, toute cellule dans le corps a une horloge biologique. Le globule rouge vit 3 mois. Alors, quand on fait un dosage de l'hémoglobine glyquée, on prend l'hémoglobine, on la calcule, et on voit toutes les hémoglobines qui ont été glyquées. C'est quoi glyquée? Celle qui a du sucre sur le dos en plus. Et on a exactement la réserve des 3 mois. Comment s'est passé chez ce patient l'équilibre diabétique? Donc, si le diabétique est inférieur à une moyenne inférieure à 7%, il est très bien, donc il peut jeûner, il n'y a aucun problème. Ensuite, il y a ce qu'on appelle donc les complications qu'a ce patient. Si c'est un patient qui l'ancienneté du diabète très ancien, mais il y a des patients qui ont 20 ans, 30 ans de diabète, même 40 ans qui n'ont aucune complication. C'est magnifique. Il y en a beaucoup, ceux qui pratiquent le sport, font un régime. Ceux qui ont finalement une hygiène de vie bien respectée. Sain, absolument. Et puis, on a les patients qui ont déjà fait des complications.
telles que les complications cardiovasculaires, c'est les plus difficiles. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait un infarctus, ils ont déjà fait un AVC. Mais ceux-là aussi, il y a des patients qui ont déjà fait un AVC, mais ils sont tellement bien équilibrés, qui sont très bien équilibrés, on peut les laisser jeûner. Donc tout ça, c'est le... Alors qu'est-ce qu'on fait? On demande aux patients de faire un bilan. Alors le bilan, on a dit, pour voir son équilibre du diabète. Deuxième bilan, c'est l'état rénal. Est-ce que ce patient a une bonne fonction rénale? Parce que s'il a déjà une néphropathie ou il a déjà une insuffisance rénale, en se déshydratant pendant le jeûne, il peut faire une insuffisance rénale aiguë. On doit voir aussi l'état du foie, ne pas oublier l'état du foie, on en a parlé. Les patients qui ont abusé de médicaments, la peur du corona, il faut toujours... Et puis le paracétamol fatigue le foie, les antibiotiques fatiguent le foie, donc on doit voir. Vous savez que la plupart des patients, déjà chez les enfants, on voit des stéatoses. Stéatose, c'est de la graisse qui enveloppe ce foie, et donc déjà ça c'est à l'échographie. On découvre cette stéatose du foie, et ensuite on doit voir le bilan dans le sang. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une inflammation, ce qu'on appelle l'hépatite? S'il y a une inflammation, donc on demande, on voit comment ça se passe dans le foie, et ensuite on demande le bilan lipidique. Voir comment ça se passe dans le gras. Parce qu'un patient qui a beaucoup de cholestérol, le mauvais cholestérol très élevé, ou il a beaucoup de triglycérides, parfois quand il est déséquilibré sur le plan du diabète, le fait de jeûner pendant une longue période, quand on est déséquilibré, on n'arrête pas d'uriner. Parce que le corps doit vider de ce sucre, évacuer. À partir de 1,80, le rein jette son sucre. Et donc, qu'est-ce qu'il y aura dans le sang? Beaucoup de graisse, il y a de l'athérosclérose, et le sang se déshydrate d'eau. Qu'est-ce qui se passe? C'est les accidents vasculaires, à savoir les AVC. C'est ce qu'on voyait avant, pendant le mois de Ramadan. Mais actuellement, avec la sensibilisation et surtout la très bonne prise en charge de ces diabétiques, on voit qu'il est, surtout quand le médecin est un leader pour eux, ils écoutent leur médecin, ils lui font confiance. C'est ce que vous faites, docteur, d'ailleurs, depuis quelques années au niveau de la localité de Ain Defla, n'est-ce pas? Donc, absolument. Vous investissez beaucoup dans la sensibilisation. Oui, depuis 2007. Vous savez, j'ai commencé des journées en portes ouvertes et j'ai eu quand même en une matinée, on a amassé jusqu'à 700 patients, 700 visiteurs. C'était pas spécialement. J'ai visé le diabétique et l'environnement du diabétique. Pourquoi l'environnement? Parce que ce grand-père qui est diabétique va arriver très vite son fils et ensuite le petit-fils. Et l'âge du diabète avance. Je veux dire, il rajeunit et c'est ça. Donc pour faire barrière, c'est sensibiliser. On doit connaître ce diabète. C'est un ennemi, on doit le connaître. C'est comme dans une guerre. Quand vous connaissez votre ennemi, vous pouvez le combattre. Et justement, docteur, là vous me tendez la perche par rapport à cet ennemi, mais très souvent cet ennemi aussi, il est silencieux. On ne sait même pas qu'on est diabétique. C'est pour ça qu'on doit faire des dépistages. Toutes les personnes qui ont des facteurs de risque de faire un diabète, à savoir le fait d'être obèse. Il y a l'obésité générale, ensuite l'obésité abdominale. Ensuite, il y a la sédentarité, le fait d'être sédentaire, le fait d'avancer dans l'âge, donc on a un risque de faire un diabète, le fait d'avoir des antécédents de premier degré diabétique, un père, une mère, un frère. Un champ d'hérédité, on va dire. Voilà. Et puis l'environnement, un environnement très stressant, très pollué. C'est pour ça que j'amène les gens à être très propres dans leurs bâtiments, dans leurs environnements. Nous, la ville de Ain Defla commence vraiment à être propre. Bon, elle a été propre, on a beaucoup de... Les gens dans les bâtiments, vous voyez comment ils font, ils entourent, et c'est une ville très sportive. Et ça a été quand même, c'est un plaisir à voir. Et j'espère, vous savez, dans le Corona, par exemple, dans la région, on a eu moins d'amputations que les autres villes, que les autres wilayas, parce que les diabétiques étaient bien équilibrés. Parce qu'on sait que le Corona est thrombogène, donc il bouche les vaisseaux. Et le diabète, c'est ce qu'il fait. Donc voilà. Il aggrave finalement la situation. Alors docteur, revenons un petit peu à la prise en charge des diabétiques. Vous avez si bien dit, vous l'avez bien souligné tout à l'heure justement en expliquant un petit peu comment le diabétique doit se faire, encadré déjà par son médecin. Alors dans le cas où le médecin autorise le diabétique à jeûner, donc comment doit-il, ce diabétique, se comporter particulièrement au niveau de la rupture du jeûne? La plupart du temps, on autorise nos diabétiques à jeûner, surtout les diabétiques de type 2, les encourager à jeûner. Vous ne savez pas le bienfait du jeûne, ce que ça rapporte à nos diabétiques. Donc, on les encourage d'abord à être bien équilibrés avant d'arriver dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, donc, moi je suis de celles
qui autorise les patients et à bien leur expliquer comment jeûner. La première condition sine qua non, c'est si vous voulez jeûner, bon, bien sûr, équilibrer les 3 premiers mois votre diabète, votre tension, faites un régime. Donc la préparation commence déjà bien avant. Le mois avant le ramadan, diminuez votre alimentation en sel, en viande, en protéines. Vous savez que le mois de ramadan, c'est un mois où on utilise énormément, on mange beaucoup de viande. Effectivement. Pas que les viandes, toutes les protéines, le fromage, la viande, dans la shorba, dans les joues, tout ça. Donc le fait de diminuer déjà la viande, parce qu'ils savent que le mois de ramadan, ils vont prendre beaucoup de viande. Et puis en leur disant de diminuer la quantité, ils prennent une plus grande quantité, ils doivent diminuer la quantité de viande. Préférez donc la viande rouge le soir, essayez par exemple de prendre le 2e repas, pourquoi pas au sahur. Deuxième condition, c'est que le sahur est obligatoire. Si vous êtes diabétique, que vous voulez jeûner, c'est déjà... vous êtes obligé de vous réveiller pour prendre le sahur. Et puis le sahur, ça dépend à quelle heure vous voulez le prendre. Mais le prendre le plus tard, avant le fajr. Voilà, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais quoi prendre? Alors, pour le diabétique, quand il est bien équilibré, alors il fait ses glycémies juste avant le jeûne. S'il a une tendance trop basse avant le jeûne, si les quelques heures avant le jeûne, sa glycémie descend à 0,60, c'est trop bas. Il ne doit pas jeûner même d'1 minute. Il doit rompre son jeûne parce qu'il risque d'aggraver son hypoglycémie. Et l'hypoglycémie, s'il est dans une chambre à faire la sieste tout seul, eh ben, il peut mourir de cette hypoglycémie. Donc évitez, quand vous avez une tendance hypoglycémique juste avant le jeûne, vous êtes obligé d'arrêter le jeûne. Donc là, il doit s'auto-suivre, on va dire. Hein. Alors, l'autosurveillance est obligatoire. Je vous remercie. Là, vous êtes vraiment en train de m'aider. Oui, le diabétique, pour jeûner, c'est une condition aussi. Il faut qu'il se surveille. Alors, ceux qui sont bien équilibrés, qui partent avec une hémoglobine glyquée, de temps en temps, ils font. Alors, les plus intéressantes, c'est le matin, dans la matinée. La glycémie doit être supérieure à 0,70. Pourquoi? Parce qu'on est au début du jeûne et donc elle doit être au moins supérieure à 0,70. Et au cours donc de fin de la journée, doit être supérieure à 0,60. Et après le repas, les 2 heures après le repas ou dans la soirée, ça ne doit pas dépasser. Quand c'est 3 grammes et demi, le malade ne doit pas jeûner parce qu'il déséquilibre son diabète. Il a des glycémies très basses et puis la nuit très élevée. Et c'est ça le terrain hétérogène, c'est ça où l'aggravation, si vous voulez, ou les complications dégénératives. Donc il faut faire une glycémie postprandiale. Et le tarawih est une activité physique qui est magnifique. C'est et spirituel. Et donc tarawih, alors tous les patients, donc si bien sûr est autorisé le tarawih à la mosquée, sinon faites du tarawih chez vous. Prenez en famille, faites l'activité physique du tarawih. C'est ce qui est extraordinaire. Donc alors, là, excusez-moi, vous me tendez la perche justement par rapport à l'activité physique. Donc là, vous parlez de l'activité physique juste après donc la rupture du jeûne, notamment tarawih. Qu'en est-il de la journée? La journée, alors beaucoup de patients ont une mauvaise habitude d'aller faire du sport en fin de journée, quand ils ont travaillé, quand ils ont fait leur cours. Avant le jeûne, ils vont pratiquer. Alors là, c'est mauvais. Pour les diabétiques, je précise bien, c'est très mauvais parce que tout ce qu'ils ont comme sucre, vous savez que notre corps, dans le mois de juin, la première semaine du jeûne, il y a des patients qui souffrent de cette semaine. Eh bien, ceux-là sont, on va dire, drogués au sucre. Ils supportent très mal, ils sont très nerveux. Pourquoi? Parce que leur cerveau, ils sont habitués à avoir un taux très élevé. Donc là, on déséquilibre complètement le métabolisme. Non, je veux dire que c'est une semaine très difficile. Donc le jeûne est très difficile pour certains patients la première semaine. Ensuite, la deuxième semaine, on commence à s'habituer. Parce que le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, alors, sahur, ce qu'on va prendre des sucres rapides, des sucres lents. Notre sang, pour équilibrer, parce qu'on ne mange pas toute la journée, pour équilibrer cette glycémie, il va puiser le sucre rapide, ensuite le sucre lent, et ensuite quand il y a plus de sucre, il va aller vers le foie, et tout ce qui est stocké dans le foie, il va chaque jour diminuer. Ensuite, au bout de la troisième semaine, on a ce qu'on appelle de la cétose. Et c'est là où on comprend que le jeûne a été vraiment bénéfique. La cétose du jeûne, l'odeur cétonique. On a une certaine odeur de sa'im, ra'ihat sa'im. Et cette odeur-là, c'est la cétose.
du jeûne. C'est pas la cétose de l'acidocétose grave du diabétique, la cétose que tout le monde fait quand on jeûne ou quand on fait de la fièvre et on n'a pas mangé, on a une certaine odeur. Cette certaine odeur, c'est qu'à partir du moment où on a pris tout le sucre qu'il y a dans le foie, on a donc le corps va vers la graisse, il va utiliser de la graisse. Et cette cétose, c'est les dernières études. On sait que nous, les bienfaits du jeûne, mais scientifiquement, on ne le connaissait pas. Ça, c'est notre religion qui nous l'a dit, le jeûne, il n'y a pas photo. Mais après les dernières études, c'est pour ça qu'ils disent le jeûne intermittent est excellent. Vous savez que le corps va commencer à puiser de la graisse, voilà, il va puiser de la graisse, il va y avoir une émission de cétose. De cétose de jeûne. Cette cétose de jeûne est très bonne pour le cerveau, très bonne pour le cœur et très bonne pour le foie. Il nettoie. C'est pour ça que le jeûne est un mois sacré pour la santé, pour le cerveau, pour tout. Et donc, la plupart des diabétiques, au début, je leur disais non, le jeûne, c'est déséquilibre. Ça fait 30 ans que je suis dans le diabète. Mais au cours des années, des études... Toutes les études... Voilà, absolument, le jeûne, au contraire, il faut encourager vos diabétiques à jeûner et à bien jeûner, à leur expliquer comment jeûner. Voilà, très bien. Merci beaucoup, docteur, de nous avoir éclairé encore plus. J'espère qu'on vous aura aussi parmi nous pendant le mois de Ramadan, encore une fois, pour apporter d'autres conseils aux diabétiques, parce qu'on sera en plein mois de jeûne. Merci beaucoup donc, de nous avoir encore éclairé. Peut-être un dernier mot en faveur de ces diabétiques qui se préparent. Alors, les diabétiques, essayez d'équilibrer votre diabète. Alors, ne perdez pas de temps. Essayez de quand même diminuer les protéines, diminuer le gras et faites de l'activité physique. N'oubliez pas de l'activité physique. Surtout. Si vous n'avez pas l'habitude de faire de l'activité physique, faites déjà de la marche et apprenez à respirer, à utiliser votre respiration en faisant de l'activité physique, même si c'est que de la marche rapide. Voilà. Mais sinon, docteur Hamoutin, il faut dire que les conseils que vous venez de donner, ce sont des conseils qui sont valables pour tout le monde, même pour ceux qui ne sont pas diabétiques, au moins à titre préventif. Le jeûne, au contraire, le jeûne, l'organisme se détoxique. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je rappelle, docteur Fatiha Hamoutin, vous êtes diabétologue. Merci beaucoup. Endocrinologue. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On vous dit à très bientôt encore pour d'autres conseils, Inch'Allah, en faveur de ces diabétiques. Merci encore une fois. Alors, dans un petit moment, Massilia sera parmi nous. Lui, il s'est intéressé à la taxidermie, particulièrement au niveau du laboratoire, du musée central, voilà, de Djurdjura. Et avant de le recevoir, justement, on va aller faire un petit tour dans ce parc de Djurdjura en compagnie de Faria Al-Hamdi. On se retrouve juste après. Le parc national du Djurdjura est situé au nord-centre de l'Algérie, dans l'arrière-pays de la région de Grande Kabylie. Il se trouve à 140 km au sud-est d'Alger. Il chevauche sur les wilayas de Tizi Ouzou et Bouira. Un site majestueux couvrant 18 550 hectares, riche d'une grande variété de paysages et d'espèces. Certaines endémiques de la région du Djurdjura, d'autres endémiques de l'Afrique du Nord. Le parc national de Djurdjura renferme une biodiversité faunistique et floristique très riche, notamment la végétation supérieure, avec 11 000 espèces, ce qui représente près de 35% de la flore algérienne. Parmi les espèces endémiques et exclusives du Djurdjura, on retrouve le cèdre de l'Atlas, ainsi que le pin noir et les genévriers de Sabine. En plus des espèces végétales, on retrouve des espèces animales, notamment les rapaces, à l'exemple des vautours, des aigles, et en plus des mammifères qui se trouvent au parc national du Djurdjura. Cette richesse lui a permis au parc national du Djurdjura d'être classé réserve de biosphère en 1997 au programme de l'UNESCO. Notre équipe a eu le plaisir de faire un tour à l'écomusée central. C'est un lieu où l'on regarde, où l'on découvre et où l'on apprend aussi. Cet écomusée se compose de plusieurs compartiments, laboratoire de taxidermie et une salle d'exposition permanente. L'écomusée propose au public la découverte de l'étonnante richesse du parc national du Djurdjura. Les mystères du sol,
la diversité écosystémique, l'histoire et la fragilité de ces différents milieux. Le parc national de Djurdjura, à l'instar des parcs nationaux en Algérie, il a été créé en 1983. Donc, avec l'objectif, c'est la préservation et la protection de la richesse de ce parc. L'écomusée central est composé de plusieurs compartiments, dont un laboratoire de la taxidermie, là où on réalise l'opération de l'empaillage des animaux récupérés morts. Donc, grâce à notre vétérinaire, il y a une opération de l'empaillage de ces animaux qui seront ensuite exposés à la salle d'exposition permanente. Cette salle est composée de plusieurs galeries, dont la flore, c'est-à-dire les différentes espèces endémiques du Djurdjura. En plus, on retrouve des animaux, des spécimens d'animaux à l'intérieur des vitrines. Le parc national du Djurdjura est considéré comme une zone à potentialité de biodiversité considérable et un laboratoire à ciel ouvert pour la recherche scientifique. Cependant, outre le patrimoine naturel qui est l'essence même de la sauvegarde du parc national du Djurdjura, il n'est pas sans importance de souligner aussi le patrimoine culturel et historique du Djurdjura qui fait la fierté des populations locales. Et voilà, c'était donc une balade que nous a offert Feria El-Hamdi au niveau du parc de Djurdjura. Et Massilias est enfin parmi nous. Massilias, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Tu sais que tu nous as manqué, Massilias, hein? Moi, me manquait à moi aussi. Ah ben voilà, tu es parmi nous aujourd'hui. Donc dorénavant, ce sera le samedi que tu seras parmi nous. Oui. Pour nous présenter à chaque fois une passion particulière. Oui. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu par Skype. Oui. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était par Skype et tu étais justement au parc national de Djurdjura. Tu as fait une visite là-bas. Alors raconte-nous d'abord un petit peu ta visite avant de parler donc, de ton thème qui est taxidermie. D'accord. Donc le parc national de Djurdjura, donc il s'étend sur 18 500 km². Il se trouve, il est partagé entre la wilaya de Bouela et la wilaya de Tizi Ouzou. Donc moi j'étais dans le chef-lieu de la wilaya de Bouela, donc au niveau du musée central du parc national. Alors nous sommes en train de voir d'ailleurs l'entrée du parc, musée. Donc il faut savoir que là-bas on a rencontré un vétérinaire qui nous a fait une petite visite avant de commencer le reportage. Et donc on a pu voir des animaux empaillés. On a pu voir quelques cartes, un petit peu des maquettes du parc national. Et aussi on a pu voir les différentes collections. Donc il faut savoir déjà la définition d'un écomusée. Un écomusée, donc c'est une institution permanente, donc qui est sans but lucratif, qui est ouverte au public. Donc c'est un lieu de mémoire, c'est un lieu de recherche, c'est un lieu de découverte et de développement également. Donc c'est une vitrine un petit peu de la faune et de la flore et des produits de terroir des populations locales. Donc ça nous permet de connaître les animaux et les végétaux qui vivent dans une région. Dans l'écomusée qui se trouvait dans le parc national de Djurdjura était très riche, il était rempli d'animaux. Et il faut savoir que le parc national de Djurdjura est une réserve de biosphère reconnue par l'UNESCO qui contient beaucoup plus de 1000 espèces végétales et plus de 400 espèces animales. Mais le problème, c'est que ces animaux, pour certains, sont en voie de disparition. On n'en trouve plus à cause de l'homme qui envahit les territoires. Des déchets rejetés, surtout les déchets les plus dangereux, ce sont les bouteilles en verre et tout, parce que lors des saisons chaudes, au printemps et en été, les rayons du soleil provoquent des feux de forêt. Des feux de forêt, et cette année d'ailleurs, et cette année plusieurs hectares de forêt. Ça a ravagé plusieurs forêts, oui c'est vrai. Et donc ça repousse les animaux au flanc de la montagne, sauf que le problème c'est qu'au flanc de la montagne, il est habité par des villageois, par des humains en général. Ils sont chassés ou tués.
Il y a de Par moins souci en de moins. sécurité aussi, parce que Oui, les c'est animaux vrai. quand même restent dangereux. Oui, c'est vrai. Mhm. Par souci de sécurité, mais c'est aussi à cause des humains qui les font fuir. Mhm. Donc finalement, ça crée un effet papillon, c'est-à-dire que chaque problème crée un autre. Un autre, oui. Et voilà. Il faut savoir qu'il existe quelques solutions pour améliorer les choses. Par exemple, de réguler le tourisme et d'interdire certaines choses comme les commerces ou encore nourrir des animaux. Donc c'est ce qui se fait dans les parcs nationaux en Afrique subsaharienne, au Kenya par exemple. Et on devrait peut-être suivre cet exemple pour protéger les animaux qui y vivent. Et d'autant plus que certaines espèces animales et végétales sont endémiques d'Algérie. Oui. Dans l'écomusée, on va revenir un peu à l'écomusée. Pour rester un petit peu dans les solutions que tu as proposées, donc il faut vraiment aller dans la sensibilisation finalement, Massilias. Oui, c'est vrai. Il faut sensibiliser, il faut faire peut-être même des sorties dans les écoles, dans les lycées. Pourquoi pas faire des sorties à Djurdjura et sensibiliser sur les animaux qui y vivent. Donc ce sera vraiment des sorties pédagogiques, Oui, donc vrai. on va joindre l'utile à l'agréable. Oui, c'est vrai. C'est ce que tu as fait d'ailleurs toi quand tu es partie. Oui, c'est vrai. Oui. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce que le fait qu'il y ait un écomusée, ça illustrait un petit peu tous les animaux qui y vivaient. Et il y en a beaucoup quand même. Donc on peut trouver là-bas un fungarium. Donc un fungarium, c'est une collection de champignons desséchés, qui servent de support pour des études, de support physique pour des études sur. Voilà, oui, donc c'est ça, un fungarium. Voilà. Ils servent un petit peu de support physique pour des recherches sur les plantes et les végétaux. À des buts scientifiques, on les étudie. On a également un herbarium, donc c'est une collection de plantes qui sont pressées entre des feuilles de papier. C'est également un support. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de voir. Oui, c'est ce qu'on voit. Et c'est également un support physique pour des recherches sur les végétaux. Donc on en trouve un dans l'écomusée. Pourquoi pas un jour, Massilias, tu t'intéresseras aux herbariums. Tu sais qu'au niveau de la fac centrale, la fac centrale qui est quand même un monument historique de la ville d'Alger, c'est l'université, donc la première université d'Alger, il y a toute une collection d'herbariums qui date de plus d'un siècle. D'accord. Et justement, ça trace un petit peu une belle partie de l'histoire, si tu veux, ou du patrimoine, on va dire, botanique de l'Algérie. Donc un jour, on s'y intéressera, pourquoi pas. C'est vrai. Voilà. Donc, comme vous l'avez dit, l'écomusée, il est centralisé non seulement sur la faune, mais également sur la botanique, sur les plantes. Il y a également un insectarium. Donc, comme son nom l'indique, c'est la collection d'insectes. Donc on peut les collectionner morts, donc les épingler, les étiqueter avec leur nom. On peut les collectionner. Pardon ? Ne pas les tuer. Non. Si on les trouve morts, voilà, si on les trouve morts, on les récupère. Et s'ils sont vivants, bien sûr, s'ils sont en abondance, on les récupère et on les étudie un peu dans des vitrines, mais tout en conservant quand même les espèces. On trouve également un xylarium. Un xylarium, c'est un lieu où on collectionne des pièces organisées de bois, qui proviennent des troncs d'arbres. On trouve également un arborama, c'est la collection des éléments constitutifs de l'arbre. Et pour finir, on trouve des collections d'objets traditionnels. On trouve de la poterie, on trouve également des produits outils agricoles, de la vannerie, oui, exactement. Qui proviennent un petit peu des villages aux alentours, avoisinants. La plus grande partie, elle est réservée aux animaux empaillés. Et justement, les animaux empaillés, c'était ton sujet d'aujourd'hui. Le fait d'empailler les animaux s'appelle la taxidermie. Alors, il y a tout un laboratoire d'ailleurs au niveau du musée. Il y en a même là-bas, oui, c'est vrai. Il y a même un congélateur où on conserve les animaux qui vont être préparés pour être empaillés. Donc, la taxidermie, déjà, on va parler de son étymologie. Ça vient du grec, donc taxis signifie ordonner ou arranger.
Et derma signifie peau, la peau. Donc ça veut dire arranger la peau ou bien ordonner la peau. Et ça sert surtout à conserver la mémoire d'une espèce en voie de disparition. Déjà, le but, c'est de préparer, donc c'est un art, la taxidermie, c'est un art qui consiste à préparer les animaux morts pour les conserver sous la forme de la vie. Donc il y en a un petit peu partout dans le monde, et chaque musée où sont représentés des animaux empaillés, il représente un petit peu la vitrine des animaux qui vivent dans la région même. Et il faut savoir également que ça peut aussi servir de mémoire un petit peu, donc pour des animaux disparus, pour des animaux de compagnie disparus. Ça peut aussi servir à des buts scientifiques pour étudier un animal, ou encore comme décoration dans des restaurants, dans d'autres places, et même chez soi. Donc ça existe parfois. On met un animal empaillé chez soi pour faire comme décoration. Oui, effectivement. Voilà. Et justement, Massilias, tu as parlé un petit peu du but scientifique. Oui. Et justement, ce mercredi, Amal Almi, dans la rubrique de Hamid Belkacem sur l'environnement, ils avaient reçu un spécialiste, c'est un docteur vétérinaire, M. Guichi, qui lui, justement, est spécialiste en taxidermie et il enseigne, il forme des étudiants à la taxidermie, justement pour des buts scientifiques. C'est ça. Déjà, pour faire de la taxidermie, il y a 3 étapes. Première étape, c'est de construire une structure, pas osseuse, non, un squelette ou une structure en fibre de bois ou en métal, avec la forme de l'animal. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'ouvrir des cavités sous le ventre et dans les pattes de l'animal, de retirer tous ses organes internes et de garder la peau. Bien sûr, après, chez certains animaux, on garde d'autres parties, comme chez les oiseaux, on garde parfois le crâne, les plumes et les pattes. Donc ensuite, la troisième étape, c'est d'envelopper la structure ou le squelette avec la peau et de bien recoudre pour que ça fasse un animal sous forme de la vie. Et pour ça, il faut les conserver, justement. Oui. C'est un travail de conservation aussi. Oui, c'est vrai. J'ai envie de dire très minutieux. Oui, c'est vrai, parce que déjà, on ne doit pas abîmer, on va dire, la peau pour l'étudier, forcément. Il faut savoir également qu'on trouve que le vétérinaire que l'on a trouvé dans l'écomusée et qui nous a fait un petit peu une petite visite, il nous a dit qu'on trouve de moins en moins d'animaux à empailler, tout simplement à cause de leur disparition. Voilà, donc ce que tu avais dit tout à l'heure. Et là-bas même, dans la salle de réception, on avait trouvé une cage en plein milieu avec 2 singes magots à l'intérieur. Donc il y avait un petit et sa mère. Et il nous a raconté un petit peu le fait que il les a trouvés dans un endroit où ils ne devaient pas du tout être là-bas. D'habitude, les singes magots vivent plus en altitude par rapport aux autres animaux, mais là on les trouve près des villages et tout, c'est grave quand même. Il les a trouvés là-bas, il a décidé de les recueillir. Ça faisait vraiment mal au cœur de les voir se blottir à l'écart un petit peu. Ça faisait vraiment mal au cœur. C'était triste. Ouais, mais sinon, après, ils vont les relâcher dans la nature, j'imagine. Oui. Après, il y a certains animaux qui prennent trop l'habitude d'être protégés par les humains, qui ne peuvent plus être relâchés dans la nature. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus positif, oui, on peut les relâcher. Mais ça reste quand même une possibilité qu'un animal ne puisse plus retourner dans son milieu naturel. Mais sinon, il y a un travail qui se fait, on a vu ça à travers plusieurs documentaires un petit peu partout dans le monde. Donc ces animaux finalement qui sont, on va dire, apprivoisés par l'homme, qui sont encadrés par l'homme, donc effectivement ils perdent un petit peu leur instinct de vie sauvage. De vie sauvage, mais sinon une fois la remise en nature, il y a un autre encadrement finalement toujours de la part de l'homme pour leur apprendre, pour leur réinculquer un petit peu cet instinct de vie sauvage. Donc on peut aller dans ce genre d'initiative, pourquoi pas? Oui, c'est vrai. Et il y en a même qui sont spécialisés en une espèce seulement. Par exemple, on peut trouver une initiative, comme vous l'avez dit, par exemple, qui s'occupe juste d'oiseaux, d'aigles, de rapaces, donc des volières, qui les soignent, qui soignent leurs ailes cassées peut-être. D'autres qui conservent d'autres animaux comme des félins, comme des canidés.
Voilà, donc on peut en trouver, c'est vrai. Ça sert un petit peu d'aide aux animaux que l'on trouve et qui ont besoin finalement de l'homme pour se réadapter. Voilà, très bien. Merci beaucoup Massilias, encore une fois, c'est au fait un sujet auquel on ne s'intéresse pas beaucoup, on n'en parle pas beaucoup, oui. Et pourtant c'est un sujet très important. Oui, très important. Voilà, taxidermie, on ne connaît pas tellement. C'est un sujet de survie pour l'homme. Voilà. Parce que la disparition l'animal, parce que la disparition des animaux, je trouve que c'est la chose la plus grave. Parce que ça déséquilibre complètement tout l'écosystème. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Massilias d'avoir partagé avec nous donc, ce sujet, d'avoir partagé avec nous aussi ton déplacement au parc Djurdjura. On te retrouvera samedi prochain pour un autre sujet. Inch'Allah. Merci beaucoup Massilias à toi et on se dit à samedi. Bonne semaine à toi et beaucoup de courage pour tes compositions parce que tu es en plein composition. De toute façon, on n'a pas peur pour toi. Voilà, allez, bonne réussite à toi. Et là, donc, dans un petit moment, justement, en compagnie de Meissa, nous allons parler des bienfaits de la télévision et de la radio pour les enfants. Voilà, nous avons justement un exemple de 2 enfants parmi nous, Massilias et Meissa, qui profitent de la télévision pour aller dans l'éducation justement des enfants. Mais avant cela, Leila Ben Aïcha s'est intéressée, elle, à la réouverture des conservatoires et des conservatoires et des écoles de musique en faveur des enfants. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après en compagnie de Meissa. Après plusieurs mois de suspension des cours à cause de la Covid-19, enfin l'ensemble des écoles de musique et des conservatoires d'Alger ont repris activité. Ici, à l'école de musique Abdelkrim Dali, comme partout ailleurs, la reprise s'est faite dans un protocole sanitaire très strict. C'est l'année scolaire de 2019-2020 qui a été arrêtée. Donc, cette reprise, on a commencé par les saisonnières pour terminer les examens de fin d'année. Ce qui a été fait, janvier-février, toutes les disciplines, que ce soit théorie, solfège et d'autres disciplines, instruments. Ça fait une semaine, après la fin des examens, c'est la réinscription surtout. On a commencé par la réinscription des anciens pour entamer la nouvelle année qui est de 2021. L'école qui accueille enfants et adultes dispense de cours de violon, de piano, de guitare, de danse ou encore expression et technique vocale. De par ces cours, les élèves et les professeurs de l'école participent à l'animation de programmes spéciaux. Nous avons un auditorium maintenant, on peut passer nos examens demain et des animations pour la guitare classique. Je parle de la guitare parce que je suis dans le domaine de la guitare. Et puis voilà, ils se confrontent avec leurs camarades, ils essaient d'évoluer avec une scène, avec un public, mais on les stimule et on leur dit que la musique vient de la culture. La musique enchante, éduque et raffine le goût artistique. Sa magie nous ouvre une brèche d'espoir dans les moments les plus difficiles. Les élèves de l'école l'attestent, eux qui, durant la longue période de confinement, se sont réfugiés dans la musique pour évacuer leur stress et se perfectionner. Je suis là pour apprendre à jouer le violon. Elle m'a manqué cette école de musique parce qu'ici j'apprends beaucoup des choses sur la musique et je veux rester ici. Je suis ici dans cette école de musique pour apprendre la musique et pour ce choix j'ai pris l'instrument qui s'appelle le piano. Ça m'a fait bizarre et à la fois plaisir. Bizarre et à la fois plaisir de retrouver mes amis, de reprendre l'école de musique. L'instrument, le piano. Et je suis très heureuse de reprendre les cours après cette longue pandémie. La musique peut nous rendre la célébrité, plaisir. Je suis très contente de retourner à l'école de musique et je suis contente de retrouver tous mes amis. Et ça me fait plaisir d'être une musicienne. Et comme moi j'adore la musique,
Je vais en profiter maintenant que je suis un enfant. Et dans le confinement, j'avais fait un peu de musique. Dans mon piano, j'avais fait un peu ce qu'on avait fait. J'ai révisé. Et quand c'était la rentrée, j'étais contente et j'ai rentré. Et après, on a fait un peu la première année. Et quand on a fini la première année, on est passé dans la deuxième année. Dans ce cours de solfège et piano, ils sont âgés entre 8 et 14 ans. Et entre piano et violon, le choix est fait pour l'instrument qui accompagnera l'éventuelle carrière artistique de chacun. Et c'est avec assurance qu'ils nous confient que la musique est le secret de leur épanouissement. Avec la musique, je vais partir très loin et je vais devenir une célébrité. Dans la vie, oui. D'être célèbre dans le monde, heureux d'être musicien, etc., etc. On dit que la musique est la langue des émotions. Elle peut rendre les hommes libres. Vrai ou faux? Amira nous confirme. La musique m'apporte le courage, la liberté et je suis contente. Le courage et la liberté, oui, ça sort de la bouche des enfants, donc les bienfaits de la musique. Mais cette fois-ci, nous allons parler encore d'un autre bienfait, ce sont les bienfaits de la télévision et de la radio comme un moyen de communication, comme moyen de pédagogie, comme moyen d'apprentissage pour les enfants. Et pour en parler, nous avons parmi nous mademoiselle Meissa Belarossi, donc c'est la speakerine du jour qui va nous parler donc de la télévision et de la radio. Mademoiselle, bonjour. Bonjour Moulouda. Comment ça va mademoiselle? Ça va très bien. Aujourd'hui, je suis speakerine Meissa. Bonjour à nos téléspectateurs qui sont fidèles à leur chaîne préférée Canal Algérie. Donc aujourd'hui, nous célébrons... ceux qui adorent prendre leur café avec speakerine Meissa. Oui, donc nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de la télévision et de la radio en faveur des enfants. Donc c'est une journée qui est célébrée chaque 6 mars et c'est une initiative de l'UNICEF. Donc alors les médias et du monde entier consacrent des émissions et des programmes spéciaux pour les enfants, qui sont souvent préparés par les enfants eux-mêmes. Cette journée a pour but de donner l'occasion aux enfants de parler de leurs espoirs, de leurs ambitions, et d'échanger des informations entre eux, comme nous le faisons chaque vendredi et samedi avec mon ami Massilias. Voilà, avec toi, n'est-ce pas, Nonlouda? Si tu veux bien. Speakerine Meissa, je pense que vous n'êtes pas à votre place là. Ah pardon? Ah non, vous n'êtes pas à votre place. Allez. Ah, mais pourquoi? Ah bah oui, c'est la speakerine du jour. Moi je pensais que j'allais recevoir mademoiselle Meissa, finalement je viens de recevoir la speakerine Meissa qui doit venir prendre sa place. Allez. Aujourd'hui je suis l'invitée. Hein. Et voilà. Et voilà. Et je compterai sur Manel pour me donner les nouvelles. Mais ça fait bizarre. Bon. Mais vous êtes la speakerine aujourd'hui, mademoiselle. Oui. Donc... Je suis pas là, hein. Il faut parler aux téléspectateurs. Oui. Elle s'attendait pas, ma fille. Elle s'attendait non, pas. je ne m'attendais pas. Voilà, donc la communication est essentielle au développement des enfants. Aujourd'hui, cette communication passe par les médias. Donc, il faut le dire que les enfants sont de très grands consommateurs de médias comme la télévision, la radio, les jeux vidéo et bien sûr Internet. Donc, ils sont présents dans leurs univers. Et comme c'est la journée internationale de la télévision et de la radio en faveur des enfants, nous insisterons sur les deux médias. Et oui, la radio et la télévision sont... Oui,
Oui, Mademoiselle Spikri Meissa, je peux poser une question? Bien sûr. Alors, Meissa, justement, donc on va insister sur la radio, sur la télévision, qui, alors on parle beaucoup on va dire des inconvénients de la télévision et de la radio. Ça, on en parle tout le temps, on en parle beaucoup. Et pourtant, il y a beaucoup de bienfaits de la télévision et de la radio lorsqu'on sait les utiliser comme de véritables moyens de communication, comme de véritables moyens pédagogiques et d'apprentissage pour les enfants. Alors, Spikri Meissa, y aurait-il quelques conseils par rapport justement à profiter, on va dire, des avantages de ces deux médias? Alors, eh bien, comme tu l'avais dit, il y a beaucoup de bienfaits. Je vais t'en citer quelques-uns. Eh bien, ils favorisent donc l'acquisition des apprentissages. Ils sont à la fois ludiques et éducatifs. Ils divertissent. Ils incitent à la découverte. Ils cultivent l'esprit. Et sans oublier qu'ils sont des outils d'information et de mobilisation. Et c'est ce que vous faites d'ailleurs, Spikri Meissa, chaque samedi en faveur des enfants? Oui, exactement, oui. Donc, oui, alors pour s'assurer que ces médias répondent aux besoins et aux intérêts des enfants, les parents doivent aider leurs enfants à tirer le meilleur profit de la télévision. Donc, de la télévision, ils doivent aussi les accompagner et contrôler ce qu'ils visionnent. Car vous le savez très bien, comme tu l'avais dit, le meilleur comme le pire peut ressortir de ces outils. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour éviter à tout prix le pire. Donc, le rôle des parents ne doit être ni répressif, en empêchant l'enfant de voir la télévision, ni permissif en le laissant voir ce qu'il veut. Ne pas être extrémiste finalement dans le comportement avec les enfants vis-à-vis de ces médias. En effet. Voilà, donc pour cela, eh bien, limiter le temps à la télévision. Les enfants peuvent, le temps consacré à la télévision, donc les enfants peuvent sortir, aller jouer dehors, lire des livres, participer à des activités, etc. Ensuite, vous devez superviser ses choix et lui expliquer que certaines émissions et programmes ne lui conviennent pas. Donc, regardez aussi la télévision ensemble avec vos enfants et profitez de ce moment familial pour discuter et parler. Donnez-leur aussi l'occasion de critiquer et d'analyser ce qu'ils voient. Alors, comme nous, donc à la maison, eh bien, nous, dès qu'on voit donc quelques émissions, et bien à chaque fois on dit ah non, elle devait se retourner, ah non, ça se fait pas. Donc c'est ce qu'il faut faire, il faut les laisser critiquer, il faut les laisser analyser ce qu'ils voient. Donc finalement ça développe un petit peu l'imagination, ça développe aussi le sens de l'initiative chez l'enfant. Oui. Et puis développer l'observation, développer le sens de la critique, de l'analyse. Oui. Il y a une très belle chanson que nous sommes en train d'écouter là. Une magnifique chanson. Ah ça me replonge dans mon enfance. Hein. Ah oui. Ça me replonge dans mon enfance, alors tu vas certainement nous en parler. Si on l'entend, on la voit, c'est certainement tu as préparé quelque chose dans ce sens. Oui, je vais même vous chanter cette chanson. Dans un petit moment? Dans un petit moment, Inch'Allah. Alors ça c'est le Hadiqa As-Sahira. Hadiqa As-Sahira, voilà. Une très belle chanson, magnifique. Très bien. Voilà, donc ensuite les enfants sont sensibles aux compliments. Vous pouvez les complimenter, vous devrez aussi les féliciter. Donc à chaque fois qu'ils font de bons choix. Comme nous par exemple à la maison, eh bien mon grand frère, donc Adam, je pense que tu te souviens de lui. Pas vrai, non, Houda? Et comment? Oui. Et comment? Et donc, eh bien, à chaque fois, lorsqu'il voit des émissions scientifiques ou autres, eh bien, ma mère, dès qu'elle vient, lui dit « Très bien, mon enfant, c'est comme ça, il faut voir ce genre de choses. Tu te cultives et tu t'allumes. » Ben voilà. Oui. Voilà. Mais sinon, dans ce sens, justement, pour profiter pleinement un petit peu de ces médias, il y a des émissions spécialisées pour les enfants, pour l'éducation des enfants. On a un bel exemple, on t'accompagne d'ailleurs, et on accompagne de Massilias aussi chaque week-end. Mais dans d'autres créneaux aussi, il y a de très intéressantes émissions. Nous avons vu un extrait tout à l'heure de Hadiqa As-Sahira qui nous avait bercé nous dans notre enfance, ça n'existe plus. Mais sinon, il y a d'autres aussi émissions
Donc, que je peux te les citer. Donc, Hadiqa Sahira avec Mama Nijwa et Hadidouane. Nous avons aussi. Allah yarhamou, oui. Donc, il y a aussi Ftahia Simsim. Voilà, donc c'est une émission où on apprend beaucoup de choses. Il y a aussi donc Bara Achou. Alors, justement, Bara Achou qui est en train de passer en ce moment sur la télévision algérienne. En effet, donc on a justement, je pense, un extrait. Effectivement. En effet, voilà. Donc. Allez, tu dis, je vous laisse regarder, je vous propose de voir un petit extrait. مكان شفاف صافيا بنا الأستاذ رابح الأسقع إلى جميل الإيقاعات الموسيقية العذبة. سنتعرف على الخوارزمي، بالطبع كلكم عرفتوه، لغز يتحدى الزمن. انتظرونا في موضوع جديد. موعدكم أعزائي الأطفال مع فضائكم المعرفي والترفيهي براء شو هذا السبت. Voilà, c'était un extrait finalement de Bara Achou, apparemment qui passe tous les samedis après-midi. Oui. Alors c'est très intéressant parce que c'est une émission totalement présentée par des enfants. Par des enfants, en totalement. effet, voilà. Et donc il rapporte sur le plateau donc des talents. Et donc, ils les font découvrir. Tu sais qu'ils reçoivent même des adultes. Oui, des adultes. Les enfants qui reçoivent des adultes, effectivement. Je me souviens d'un adulte, eh bien, il était non seulement donc pilote, mais aussi écrivain en même temps. Voilà, donc aussi Oula Kids, donc à la radio. Il y a aussi de bons programmes à la radio aussi, donc comme Oula Kids. Eux aussi, eh bien, ils rapportent donc des talents et ils font découvrir ce genre de talents avec un petit quiz à la fin. Voilà. C'est vraiment très intéressant. Et nous avons aussi, donc c'est une émission qui met en valeur nos les brillants talents de nos enfants. Il y a aussi Il était une fois la vie, donc c'est une série animée. Alors, Il était une fois la vie, ça c'était notre génération. Oui, c'était Crane Mesa. Oui, c'est. Manel, tu t'en souviens? Et comment? Et comment, oui, donc qui s'intéresse aux merveilles du corps humain. C'est un voyage carrément dans le corps humain et vraiment c'est très impressionnant. Les microbes très bien présentés. Oui, il y a aussi Il était une fois l'homme, donc qui parle aussi des... Regarde, on a même un petit extrait. Iftah ya Simsim. Voilà. Voilà. افتح واستقبل أصحابك نحن الأطفال افتح يا سلسل أبوابك نحن الأطفال افتح واستقبل أصحابك نحن الأطفال. Oui, voilà, donc il était une fois aussi l'homme, qui nous apprend l'évolution et tout ce qu'il fait, les civilisations, etc. Il y a aussi les mystérieuses cités d'or avec Esteban, voilà. Oui, Esteban, oui. Un dessin animé qui nous fait apprendre beaucoup de choses sur l'Amérique latine. Dis-moi, Speakerine Mesa, tous ces dessins animés, vous les regardez, vous, la génération d'aujourd'hui? Parce que ça nous a bercé finalement il y a longtemps. Mais ils sont toujours d'actualité, tu me diras. Oui, bien sûr, donc ils sont toujours d'actualité. On peut les voir, donc maintenant, il y a une autre génération de dessins animés. Mais moi, j'aime bien ces dessins animés. Très instructifs. Exactement, très instructifs, ludiques, éducatifs en même temps. Voilà, et on finit avec le bus. Avant d'arriver au bus magique, j'ai deviné que c'était le bus, j'ai deviné que c'était le bus magique. Alors, il y a Manel elle a un dessin animé qu'elle adorait, qu'on adorait tous. Hein. Il n'était pas vraiment pédagogique, mais on va dire sur le plan humain, sur le plan, on va dire, d'inculquer le sentiment humain et la vue humaine, c'était Princesse Sarah. Qui était une princesse Sarah, qui est une véritable histoire finalement d'une petite fille qui a perdu réellement sa maman et son père est parti en guerre et on pensait qu'il était mort mais finalement il n'était pas mort, donc elle était dans un internat et Anissa Minchin, je me rappelle très bien de cette femme qui était donc on en a déjà parlé une fois, qui était la gouvernante, elle lui a fait voir de toutes les couleurs et à la fin donc c'était son papa qui était revenu. Voilà, donc on termine avec le bus magique. Avec le bus magique, voilà, donc avec le bus magique, c'est un peu le même esprit que Il était une fois la vie. Il était une fois, voilà, donc avec Madame
Madame Bi en tête. Voilà, et ses enfants, donc, et sa classe, pardon, donc, qui vivent des aventures extraordinaires dans leur bus magique. D'apprentissage. Voilà, d'apprentissage. Speakerine Meissa, oui. Merci beaucoup, franchement, pour nous avoir mis en valeur les avantages de la radio et de la télévision, parce qu'on parle tout le temps d'inconvénients, mais pratiquement jamais d'avantages. En effet. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir marqué cette journée, encore une fois, d'avoir mis en valeur les avantages de la radio et de la télévision en la journée mondiale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. Donc nous arrivons à la fin de l'émission. Je te laisse le soin de donner le dernier mot et aussi de nous chanter une belle chanson. Voilà, donc merci beaucoup à nos téléspectateurs de nous avoir entendus, de nous avoir vus. Inch'Allah, on se retrouvera le samedi prochain, donc dans une autre rubrique. Et je vous laisse, on va finir avec une petite touche musicale. Hadiqati de l'Hadiqa Sahira. حديقتي أنا الأوان وحان أن نفترقا هيهتف يا فتيان إلى اللقاء إلى اللقاء حديقتي يا موعدا قد كان حلم الناشئين يا روضة يا معادا يسبي البنات والبنين يسبي البنات والبنين يسبي البنات والبنين إلى اللقاء حديقتي أنا الأوان وحان أن نفترقا هيهتفوا يا فتيان إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء. Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec